bien, je vais lancer le démarrage et puis nous allons commencer par Marie-Renée Kervella. Si tu veux bien prendre la parole, Marie-Renée. Ah, j'ai dit... Michel, peut-être Ah, d'abord. pardon, excuse-moi, mea culpa. Nous Non, allons pas de commencer problème. à tout seigneur, tout honneur Mais avec oui, la gouverneure du district 1650, le district Bretagne-Mayenne. Michel, je te laisse la parole, bien entendu. Merci Lionel. Bonsoir Monsieur Fedorovski, très heureuse de vous Bonsoir. accueillir au sein de cette réunion. Et au nom du district Bretagne-Mayenne du Rotary International, je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les participants de ce webinaire consacré à la situation en Ukraine. Alors, profondément préoccupé par cette guerre et par l'augmentation des pertes en vies humaines, le Rotary International, dont l'idéal, je vous rappelle, est la construction de la paix, a mis ses réseaux en œuvre rapidement pour agir efficacement. Mais il nous semblait important, au-delà des actions d'urgence, de prendre du temps pour une meilleure compréhension des raisons qui ont conduit à cette terrible guerre. Alors, merci à vous, Monsieur Fedorovski, d'avoir accepté de nous donner votre éclairage et sans doute des pistes de réflexion. Et je laisse le soin à notre amie Marie-Renée Kervella de vous présenter. bonsoir à tous et particulièrement bonsoir à vous, cher Vladimir. Je vais très rapidement expliquer le pourquoi de votre amicale présence ce soir parmi nous. En décembre 2019, j'ai eu la chance et le privilège de faire votre connaissance à Paimpol lors d'une conférence organisée par le Rotary Club dont je suis membre. Dans les semaines qui ont suivi, souvenez-vous, nous avons gardé le contact car vous aviez accepté d'être l'invité et le grand témoin de la conférence de district prévue le 27 juin 2020 à Guingamp et qui devait clôturer mon année de gouvernorat. Le thème de cette journée, malheureusement annulé pour cause de Covid, était déjà une réflexion autour de la paix, puisque le thème précis était « Civis Pacem ». Aujourd'hui, le contexte a malheureusement considérablement évolué et nous avons pensé dans le district qu'il était important pour comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit de faire appel à l'expertise d'un spécialiste. Lorsque vous avez accepté d'être parmi nous ce soir, vous m'avez confirmé être doublement bouleversé par la crise actuelle à travers vos origines, russe par votre mère et ukrainienne par votre père. Et vous venez de publier avec, si je ne m'abuse, plusieurs mois d'avance sur le calendrier initialement prévu, un livre, selon vos propres termes, explosif, qui a pour titre « Poutine, l'Ukraine, les faces cachées » aux éditions Ballon. Ce livre est le résultat d'une longue enquête sur la psychologie et les références historiques de Poutine. L'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. Vous dites que ce qui arrive aujourd'hui est d'une gravité pire que la guerre froide, pendant laquelle il y avait, vous l'avez souvent rappelé d'ailleurs, des lignes rouges à ne pas franchir. Aujourd'hui, on assiste à un grand mélange entre propagande et politique réelle. On ne parle plus le même langage, on joue, selon vous, perdant-perdant, et ce jeu est particulièrement dangereux. Ce soir, avec la gentillesse, la bienveillance, la compétence et la simplicité qui vous caractérisent, vous avez bien voulu répondre favorablement à ma demande de nous rejoindre en tant que grands témoins de ce moment d'histoire. Du fond du cœur et de toute mon amitié, merci Vladimir. Quel plaisir de vous entendre, cher ami. Je regrette que je ne suis pas venu à votre conférence il y a 2 ans en présentiel, mais je suis vraiment touché par cette proposition de parler devant vous. C'est vrai que je suis atterré.
atterré parce que, vous comprenez, ce qui se passe là-bas, c'est difficile même d'exprimer par les mots. Et d'autre part, vous comprenez, toute ma vie, vous vous souvenez, mon engagement en faveur de la paix avec Gorbatchev à la sortie de la guerre froide, à la fin du communisme. Et j'ai le sentiment que tout ce qu'on a fait là-bas pour créer le système de sécurité européenne, pour créer vraiment le monde équilibré, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, mais il y a un réconfort dans ce moment. Et le réconfort, c'est vous. Parce que je tiens à vous dire, je tiens à saluer les efforts que vous faites de la solidarité avec les victimes de cette tragédie. Je tiens à saluer aussi votre désir de comprendre ce conflit, qui est un conflit, c'est vrai, peut-être le plus dangereux de l'histoire de l'Europe. Je considère qu'on vit un moment le plus dangereux dans l'histoire de l'Europe. Et nous avons maintenant 3 possibilités réelles. Je tiens à vous parler même d'une manière plus ouverte que je parle. Vous savez, je parle souvent à la télévision, mais je tiens à vous dire avec beaucoup de gravité. Il y a 3 solutions aujourd'hui. La première solution, c'est une solution apocalyptique. Et je ne l'exclus pas du tout. Pas parce que les gens désirent l'apocalypse ou désirent la guerre mondiale, mais parce que les décisions, et finalement c'est une des raisons de l'existence de ce livre, est liée avec ça, les décisions sont prises à la base souvent approximatives, parfois sur les bases erronées. Je tiens à prendre l'exemple tout à fait que j'ai étudié et j'étais effrayé. Il y a un mois, Poutine, il a mis en état d'alerte ses forces nucléaires. Et il peut nous anéantir 10 fois en quelques minutes et plusieurs milliers de fois si on prend les distances, le temps plus long. Et j'étais étonné. Pourquoi il a fait ça? Vous savez, il y avait une déclaration à l'époque du président américain, Biden, qui a dit « J'ai un choix entre appuyer sur le bouton nucléaire et faire des sanctions drastiques contre la Russie. » Et vous avez compris qu'il va utiliser les sanctions. Mais les militaires russes, ils ont compris qu'il était prêt à appuyer sur le bouton nucléaire et quelques minutes après, ils ont mis en état d'alerte les forces nucléaires. Je ne parle pas d'une sorte de banalisation dans la réalité. On parle tous les jours à la télévision de possibilités de la guerre nucléaire, à tel point que c'est devenu presque un sujet de conversation banal. Banalisation de l'apocalypse mondiale. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. Quand je faisais ce livre, je vais vous dire spécifiquement, j'ai mis en parallèle les crises d'autrefois, notamment la crise de Cuba. Et il y a 2 jours, j'ai parlé, c'était dans les années 60, quand il y avait les armes atomiques russes qui sont arrivées au Cuba, et on était à 2 doigts de la crise. Et il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai parlé avec un des protagonistes de l'époque qui était adjoint du secrétaire d'État américain, McNamara. Et il m'a dit que McNamara, il a pris la main de Kennedy pour qu'il n'appuie pas sur le bouton. Il était presque prêt à faire ça. Et il y avait un autre grand ambassadeur américain qui a dit qu'il faut trouver les solutions pour sauver les faces des uns et des autres et trouver la crise. Et puis, quand j'ai reconstitué ça, j'étais frappé par une chose
qui est très différent de ce qui se passe devant nos yeux. Vous comprenez, à l'époque, il y avait ni Kennedy, ni McNamara, secrétaire d'État à la défense américain, ne dormaient pas. Ils se relayaient. Ils dormaient dans les fauteuils. À Moscou, Khrouchtchev, dirigeant du Kremlin de l'époque, et son adjoint Mikoyan se relayaient aussi. Ils ne dormaient pas. Et cet adjoint de McNamara, il m'a dit, il y a une différence par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il est terriblement inquiet comme moi. Et il a dit, à l'époque, les gens qui prenaient la décision, que ce soit Kennedy ou Khrouchtchev, ils participaient à la guerre. Ils savaient ce que ça veut dire physiquement, la guerre mondiale, parce que tous les deux, ils ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Bref, la première solution à propos de l'Ukraine, je tiens à vous alerter, cette solution apocalyptique qui existe toujours. À tel point que si vous allumez aujourd'hui la télévision, on parle beaucoup de la santé de Poutine, je vais en parler aussi finalement, mais simplement, on pose la question, est-ce que son état de santé est tel qu'il peut appuyer sur le bouton parce qu'il n'a rien à perdre, parce qu'il est le dos au mur, où il doit se présenter devant Dieu très facilement. Aujourd'hui, on parle de ça comme banalité. Deuxième solution concerne les sanctions. Vous savez, avec ce qui se passe, vous comprenez, moi mon père était un grand Ukrainien, emblématique. Je suis vraiment atterré par rapport à ce que j'entends et je vois sur les victimes de cette tragédie, de cette guerre. Mais je tiens à vous dire que je me retiens parfois, et même pour vous parler, je tiens à éclipser mon émotion, parce que je dois vous donner les éléments d'analyse. Et l'analyse, c'est très, très important pour qu'on puisse éviter le pire. Alors, Monsieur Fedorowski, oui. je me permets justement d'intervenir à ce moment-là, oui. Puisque en fait, nous avons prévu un sommaire que nous vous avons adressé justement pour essayer d'avoir d'abord une vue un petit peu générale et historique, et justement arriver à la fin sur ces visions très précises, à la fois sur les stratégies, les solutions, sur Vladimir Poutine, et pour en finir sur votre livre, bien entendu. Bien entendu, mais mon livre est secondaire de toute manière. Il est à la tête des listes de best-sellers, mais j'ai voulu faire ce préambule. Vous comprenez, surtout pour vous donner le contexte et une sorte de panorama qui est devant nous. Vous comprenez, ça c'est les choses comme ça. De toute manière, je vois dans votre sommaire l'impact des sanctions. Alors, je suis à la lettre vos suggestions. Mais, vous savez, je suis prêt absolument à suivre vos suggestions et on peut évidemment aller à deux au début. Oui. Inversons les choses. On va venir aux sanctions plus tard, même si c'est très important. Alors, vous comprenez, les Ukrainiens et les Russes, c'est une longue histoire. Vous avez raison. Il faut revenir à l'histoire et à la géographie. Les Russes, pour comprendre les aléas de ce conflit, il faut comprendre que moi, je représente un symbole, en quelque sorte, parce que les Russes et les Ukrainiens sont physiquement liés. Un tiers des Russes a le sang ukrainien, et puis il y a énormément de gens qui parlent en Ukraine les Russes, mais surtout historiquement, les deux nations, même les trois nations, ils ont les mêmes sources. C'est ce qu'on appelle la Russie de la période de Kiev, qui remonte à la période ancestrale
et c'est ça qui a forgé dans la réalité une sorte d'interpénétration entre les deux nations. L'Ukraine, historiquement, elle faisait partie, comme vous le savez bien, de l'Empire russe, mais détrompez-vous, le sentiment national ukrainien, c'est quelque chose qui remonte à la période ancestrale. C'est vrai que autrefois, il y avait la majorité de Cosaques de Zaporozhye, dont vous savez, mon père était justement les Cosaques de Zaporozhye. Ils ont choisi de rester avec l'Empire de Tsar, essentiellement pour des raisons spirituelles, parce que les deux nations, ils ont été marqués par la spiritualité qui est commune, par l'orthodoxie. Et je pense que cet aspect spirituel, il faudra garder en tête si on veut analyser cela. Est-ce que l'Ukraine a forgé ce sentiment national encore au sein de l'Empire russe? Bien entendu, sans aucune espèce de doute, mais je dois vous dire que quand même, il faut reconnaître que les étapes de l'indépendance ont été quand même marquées, jalonnées par beaucoup de difficultés. Dans la réalité, c'est surtout après la révolution russe, quand le pouvoir central de l'Empire a été affaibli, quand l'Ukraine a proclamé par son parlement, qui s'appelait Rada, l'indépendance, mais ça n'a pas duré trop longtemps, parce que finalement, grâce à l'action féroce des bolcheviks, l'Ukraine est entrée, ça fera cette année 100 ans, au sein de l'Empire russe, ce qu'on appelle l'Union soviétique. Mais je dois vous dire que ce sentiment national ukrainien, le désir de parler l'ukrainien, était une caractéristique encore sous les soviétiques. Et c'était tout à fait sensible. Et la culture ukrainienne était bien là. Il faut dire que le sentiment d'une très grande blessure pour les Ukrainiens, c'était quand même la période des années 30 liée avec le nom de Staline. Parce qu'à l'époque, il y avait... Je ne pense pas que c'était orienté spécifiquement contre les Ukrainiens. Staline, il a provoqué la famine d'une manière consciente et c'était orienté à la fois contre les Russes et les Ukrainiens. Mais le sentiment de l'Ukrainien, qu'il y avait au moins 6 millions de gens qui ont été péris pendant cette période par disons, l'action provoquée à l'époque par Staline. C'est une grande blessure qui a forgé le rejet de l'Empire soviétique par les Ukrainiens parce que les gens ont été péris. Après, il y a une période de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des nationalistes ukrainiens qui ont essayé d'utiliser cette période trouble, évidemment, pour essayer de trouver son propre chemin. Mais soyons très clairs, dans ma famille, par exemple, comme la majorité des Ukrainiens, ils ont combattu les nazis. Les Ukrainiens ont été des grands combattants contre les nazis et ça remonte à cette période. Dans ma famille, il y avait 11 personnes qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, ça a joué un rôle. Je vais accélérer quand même les choses parce que après il y a cette période quand l'Ukraine est devenue indépendante. C'est lié avec la période quand j'étais aux affaires pendant la perestroïka et l'écroulement de l'Empire soviétique en 1991, évidemment, a joué un rôle important pour forger le sentiment national ukrainien, même si en 1991, la majorité des gens en Ukraine ont été plutôt en faveur
des contacts avec l'Ukraine. Le problème, je ne vous cache pas, c'est un problème majeur. L'Ukraine représente un très grand échec de la politique qui a été menée par le pouvoir russe autrefois. Parce que depuis 1991, surtout Eltsine au début, le dirigeant qui a dirigé la Russie à l'époque, mais après Poutine, ils ont pensé que pour sauvegarder l'influence sur l'Ukraine indépendante, il faut acheter les gens qui gouvernaient l'économie russe, l'économie ukrainienne. Et l'économie, comme d'ailleurs l'économie russe, les oligarques, ils ont acheté les oligarques et ça n'a pas donné grand-chose. L'Ukraine continuait son chemin vers le renforcement de ses rapports avec l'Occident. Et il y avait deux choix à l'époque qui se sont posés. Il y avait un choix qui triomphe dans la réalité, dans la tête des Ukrainiens, paradoxalement aujourd'hui, le choix de jouer un rôle de trait d'union entre la Russie et l'Occident, et le choix d'orientation définitive vers l'Union européenne, vers l'Europe. C'est un choix qui était dans la tête des Ukrainiens et à un moment donné, les Ukrainiens ont hésité parce que tantôt il y avait les présidents en Ukraine qui étaient en faveur de privilégier les rapports avec l'Europe. Les autres, ils ont pensé qu'on peut sauvegarder l'indépendance et en même temps jouer les deux. L'étape essentielle dans les rapports qui concernent l'Ukraine, c'est lié avec quand même la période de la fin du communisme. On aurait pu, vous comprenez comment vous dire, dans la réalité, le problème majeur et la crise aujourd'hui qui se passe devant nos yeux, il remonte aussi à la situation plus générale après 1991. Quand j'ai travaillé avec Gorbatchev pour la sortie de la guerre froide, à l'époque, on aurait pu construire quelque chose de tout à fait équilibré, y compris avec l'Ukraine et avec les autres pays de la région, avec les Baltes, les Polonais. C'était la vie des gens qui ont été les artisans de la chute du mur de Berlin. Je me souviens de conversations avec Mitterrand ou encore mes conversations avec le secrétaire d'État américain Baker. Il disait, rien que ça, mais Kissinger, je peux vous donner, ou Védrine encore en France, beaucoup de gens qui ont pensé qu'on peut créer un nouvel équilibre dans la région qui inclura le nouveau rapport avec les anciennes républiques de l'Union soviétique et la Russie, l'Europe, trouver une possibilité d'associer tous ces pays avec le monde occidental. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et je me souviens d'une conversation avec un très grand ambassadeur américain qui s'appelait George Kennan, qui me disait que le fait qu'on a refusé à l'époque d'associer la Russie avec le monde, avec l'Occident, c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. Et ça, c'est une phrase qui m'a resté dans le cœur parce que si on pouvait trouver l'Europe équilibrée, les questions qui se posent aujourd'hui dans la crise ukrainienne, on les aurait pu, disons, résoudre autrement. Le choix était un autre. Encore une fois, comme je suis ukrainien, je me souviens des conversations avec un autre conseiller américain qui s'appelait Brzezinski. Il me disait, Vladimir, vous savez, pour l'Occident, c'est essentiel que l'Ukraine soit associée stratégiquement avec l'OTAN et avec le monde occidental, sur le plan formel ou sur le plan informel, parce que c'est la meilleure façon d'éviter la renaissance de la Russie.
Et ça, c'est sa phrase exacte qu'il m'a dit. Même s'il était plus réticent d'ailleurs pour l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Par conséquent, vous comprenez, le choix du monde équilibré, le choix d'un monde avec certaines garanties réciproques de la sécurité n'est pas primé. Il y avait le choix d'associer l'Ukraine avec la stratégie américaine et pour être franc aussi d'utiliser l'Ukraine dans certains dessins stratégiques de l'Occident. Je suis persuadé que cette perception a joué un rôle fatal dans la crise, parce que les Russes, ils ont conclu une chose très grave. Ils ont conclu que l'Occident, au moment de la chute du communisme, ne voulait pas tuer le communisme, mais voulait surtout affaiblir la Russie. Après, il y avait seulement des sujets qui ont apparu, vous comprenez, la Yougoslavie, la Libye, l'intervention en Irak, etc. Et ces choses-là ont renforcé ce sentiment de l'opinion publique russe. Vous comprenez? Et ce sentiment a été personnifié par l'évolution de personnages que je serai obligé d'évoquer avec vous, le personnage de Poutine, qui quand même devient le protagoniste dans cette affaire. Il y a une étape dans l'évolution de la crise ukrainienne. C'est une étape qui est liée avec la crise, la révolution ukrainienne de 2014. Vous comprenez, à l'époque, les Ukrainiens, ils ont, en fait, disons, renversé le pouvoir en place, qui était un pouvoir qui était discrédité auprès du peuple ukrainien. Mais dans la foulée, il y avait des éléments qui ont joué un rôle vraiment un rôle majeur dans l'évolution des rapports avec la Russie. Le lendemain, quand il y avait, vous savez, je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais en 2014, il y avait la possibilité de passation du pouvoir pacifique entre le président Yanukovych, qui était un président élu, et l'opposition. Cette situation a été garantie autrefois par les trois ministres des Affaires étrangères, notamment le ministre des Affaires étrangères français, allemand et polonais, et cette passation du pouvoir ne s'est pas passée comme ça. Il y avait un élan vertigineux qui a conduit à une nouvelle configuration en Ukraine, à l'arrivée des gens ouvertement partisans de l'alliance avec l'Occident. Et dans la foulée, il y avait les événements qui ont été accélérés. Ils ont interdit la langue russe quelques jours. Quand cette interdiction de la langue russe en 2014 a provoqué une réaction immédiate de Poutine, et finalement, ça a amené l'annexion de la Crimée à l'époque. Une étape majeure qui a approfondi la rupture entre la Russie et l'Ukraine. Je vous dis, l'idée qui est au fait maintenant lancée par le président Zelensky, l'idée de l'Ukraine neutre en dehors de l'OTAN, c'est une idée qui était abandonnée, au contraire. Dans la constitution de l'Ukraine, on a scellé le désir du peuple ukrainien d'appartenir à l'OTAN. C'était, je ne vous cache pas, absolument inacceptable pour l'élite russe. Non seulement pour Poutine, mais pour l'opinion publique russe, il faut dire que Poutine, il met en scène, évidemment,
cette situation. Pour sa popularité qui était au sommet autrefois au moment de la Crimée, plus de 80% d'avis favorables, seule sa popularité aujourd'hui qui est réelle dans la crise actuelle peut être comparée avec ce qui se passait. Évidemment, cette popularité a joué aussi sur le plan antérieur un rôle assez important dans la posture russe. Il met en scène par la propagande, évidemment, cette popularité avec une certaine efficacité. Je voudrais accélérer les choses pour rester, selon vos désirs, dans la logique qui n'est pas exactement la mienne, mais dans la logique de vos propositions. Vous comprenez, je dois vous dire que la situation telle qu'on existe aujourd'hui, il faut comprendre, est liée avec l'évolution de l'opinion publique en Russie, l'évolution de l'opinion publique aussi en Ukraine. L'évolution de l'opinion publique en Russie, et il ne faut pas nier, est liée avec le fait que à mon époque, sous Gorbatchev, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Aujourd'hui, à peine 10% des Russes sont pro-occidentaux et ils considèrent que cette alliance entre l'Ukraine et l'Occident est orientée carrément, en tout cas Poutine le soutient d'une manière directe et orientée directement contre la Russie. Il y a un réflexe d'une sorte de château assiégé qui prime dans la tête des gouvernants russes. Et pour comprendre d'où vient la crise, il faut comprendre cette évolution de l'opinion publique de l'autre côté. Maintenant, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y avait des raisons proprement militaires de la crise? Évidemment, ils exigent, je vous ai suggéré ça, il y avait une perception que dans l'élite russe et dans la tête de Poutine, j'imagine bien que l'installation des armes offensives à la frontière russe qui peut atteindre, notamment avec les armes nucléaires, Moscou en quelques heures, évidemment, cette possibilité est absolument inacceptable dans la tête de Poutine pour les Russes. Ils le comparent volontiers comme une sorte comme au temps de Cuba, c'était absolument inconcevable pour les Américains quand les Russes ont installé leurs fusées à la frontière américaine, ou comme l'entrée du Canada, par exemple, dans le pacte de Varsovie, quand ça existait encore. Bref, il y a l'aspect proprement militaire et ce n'est pas du tout l'aspect propagandiste. C'est une chose qui existait sur le plan de réalité. Vous avez peut-être remarqué que le président Macron, quand il est allé là-bas en Russie la veille de la crise, il a reconnu explicitement ses préoccupations de sécurité européenne. Il y a un autre aspect que je tiens à souligner. Depuis la crise de 2014, l'Ukraine a renforcé, ça on le voit chaque jour par le courage des Ukrainiens là-bas, a renforcé considérablement ses forces, à tel point que au début de l'année, il aurait pu techniquement écraser la rébellion dans la région de Donbass, de la population russophone dans Donbass, qui aurait pu terminer très vite. En une journée, il aurait pu écraser cela. Mais cette possibilité, c'est absolument inconcevable pour Poutine. Pourquoi? Parce que Poutine, s'il accepta, il aurait perdu toute sa crédibilité, parce que sa crédibilité sur le plan intérieur a été basée sur l'annexion de la Crimée. Et s'ils acceptaient cette défaite, dans ce cas-là, évidemment,
sur sa popularité qui était déjà en baisse à l'époque, aurait pu vraiment fléchir encore plus. Bref, les considérations militaires ont joué un rôle, mais je pense que les considérations aussi de la politique intérieure ont joué aussi à leur façon le rôle assez fatal parce que, vous comprenez, je pense que Poutine a compté, d'ailleurs, comme les sondages le prouvent, avec raison, que la crise peut être profitable pour lui sur le plan intérieur pour augmenter son assise sur la société russe. Et finalement, je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais si on me posait la question, il y avait la veille de la crise, quand même, il y avait tout un tas d'éléments dans le domaine de renseignement qui ont été à plusieurs facettes. Il faut dire que les Américains, grâce, paraît-il, à leur top au Kremlin, ils ont donné presque la date de l'action militaire, de commencement de l'action militaire russe. Mais au-delà de ça, c'est intéressant de voir que le document sur la possible l'opération des Ukrainiens à Donbass ou la possible d'action militaire en Ukraine, on se baladait sur la place publique presque sur l'Internet. À l'époque, alors, il faudra voir dans quelle mesure ces renseignements ont été utilisés, est-ce qu'il y avait les manipulations en plusieurs facettes, mais le fait est là qu'aujourd'hui, on assiste à cette situation qui est absolument bouleversante et ça crée une nouvelle donne dans la réalité, dans la nouvelle configuration sur le plan international. Je voudrais revenir à ma logique de début. Vous comprenez, nous sommes entrés dans un nouveau monde, dans la réalité, qui est un nouveau monde, à mon sens, presque irréversible. C'est pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait des règles, il y avait des éléments de contact. Aujourd'hui, ni les règles, ni les contacts n'existent plus. Le dernier contact, c'est pour ça que vous avez remarqué, j'ai beaucoup soutenu ces contacts qui ont été menés par le président Macron, parce que c'est le dernier contact occidental que nous avons maintenant dans le contexte actuel. Le reste, c'est les contacts des autres pays, notamment de la Turquie et d'Israël. Mais en tout cas, le dernier contact occidental, c'est le président Macron. Et dans sa posture, il y avait un aspect que je tiens à souligner. C'est un aspect qui est lié avec l'analyse de la situation. Je commençais à vous dire que nous avons devant le choix la guerre mondiale, les sanctions et la tentative de négociation, si c'est possible. La guerre mondiale, peut-être, ça vaut bien la peine de l'éviter. Les sanctions, je suis assez sceptique envers l'efficacité des sanctions. Parce que si on veut aller jusqu'au bout de la logique, dans ce cas-là, il faut maintenant, surtout dans le contexte de l'émotion qui existe aujourd'hui, notamment à l'Occident, il faut fermer le robinet du gaz et du pétrole. Et fermer le gaz et le pétrole, ça suscitera évidemment des grands problèmes en Russie. Mais je tiens à vous signaler que les Russes, ils ont l'habitude de vivre dans la difficulté, beaucoup plus qu'en Occident. Dans la réalité, les Russes, ils ont une capacité de résilience absolument phénoménale. Moi, je parle souvent avec les Américains parce que je suis un seul, avec mes origines ukrainiennes, à accepter là-bas avec la télévision. Et je suis leurs états d'âme parfois avec les sénateurs américains, je parle à la télévision, et après on parle un tout petit peu au téléphone dans la foulée. Ils me disaient, Vladimir, ce sera très simple. Poutine, il sera éliminé très vite parce que les Russes, ils vont vivre mal et il y aura une révolte. Ils m'ont dit ça encore il y a un mois. Ils m'ont dit qu'il y aura les queues devant les banques russes. Qu'il y aura le désastre économique rapide, etc., etc.
Moi, je disais qu'il faut prendre en compte ce fait banal que les Russes sous Eltsine, ils ont vécu 10 fois moins bien que sous Poutine. Par conséquent, ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat, mais ce sera encore 5 fois mieux qu'avant. Par conséquent, la faculté de résilience, c'est en prendre en compte. Autrement, on ne peut pas comprendre pourquoi les Russes aujourd'hui, et ce n'est pas du tout bidon, c'est les sondages de l'opposition qui étaient menés encore il y a 2 jours, pourquoi sont à 93%, ils soutiennent l'action de Poutine. Je vous ai raconté les blessures de cette période post-communiste, mais au-delà des blessures, il y avait quand même la situation de là. Je vais vous dire, l'autre jour, les Américains m'ont dit qu'il y aura les queues devant les banques et finalement les banques seront déchirées russes. Le lendemain des sanctions, il y avait certes une certaine ruée vers les banques chinoises, mais aucun queue qu'ils ont prédit. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que l'analyse de cette situation, c'est une analyse erronée et que les sanctions ne vont pas donner les résultats prévus. Encore aujourd'hui, les Américains ils ont fait les sanctions contre les filles de Poutine et les oligarques. Quand ils ont fait cette annonce sur les oligarques, les oligarques qui seront là-bas, vous savez, leur bien sera gelé, que leur yacht sera bloqué en Occident, les Russes ils ont retransmis le discours de Biden à la télévision. Et vous savez, quand il a prononcé ce blocage des yachts et des palais à Londres, ils ont retransmis sur un énorme écran, la place a applaudi parce que les oligarques, c'est une couche de la population les plus haïes des Russes, ils les considèrent comme les voleurs, etc. Vous comprenez pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, des 2 côtés, je pense, un des buts de ce livre, c'est de donner les éléments de l'analyse dans la réalité. Mais je pense qu'on se base sur les choses qui sont erronées. En revanche, l'opinion publique aujourd'hui, comme moi, nous sommes tous traumatisés par rapport à ce qui se passe. Et humainement parlant, comme certains candidats, même à la présidence, ils exigent que le robinet du gaz et du pétrole soit fermé et ils pensent que ça aurait une répercussion majeure sur la politique de Poutine. Moi, je ne crois pas. Je pense que ça aura répercussion surtout sur l'Allemagne, qui va provoquer une crise absolument gigantesque dans la réalité de l'Europe, le gaz 10 fois plus cher, le choc pétrolier et avec les répercussions incalculables sur la situation notamment en Afrique, la famine en Afrique, les réfugiés, etc. etc. Je ne voudrais pas vous faire les scénarios apocalyptiques par rapport à ça, mais je tiens simplement à souligner que la logique des sanctions, je ne pense pas que c'est une logique qui va donner le résultat escompté. En revanche, ça va provoquer, et ça c'est absolument incontestable, d'ailleurs je pense que c'est irréversible, ça va provoquer un clivage définitif entre l'Occident et la Russie, le clivage définitif qui amènera la constitution de blocs militaires. D'une part, Poutine a renforcé évidemment l'OTAN, mais de l'autre côté, l'OTAN a renforcé en quelque sorte Poutine, non seulement par les sondages, mais surtout en le poussant dans les bras de la Chine et en créant cette alliance entre la Chine et la Russie militaire, économique et même civilisationnelle. La rupture est de caractère civilisationnel. Dans la réalité, il s'agit de quelque chose d'aussi grave qui s'est passé autrefois sous Pierre le Grand, quand la Russie a été fouettée et qui est devenue européenne. Tolstoï, Dostoïevski jusqu'à la dernière période, faisait partie du patrimoine européen et réciproquement, Balzac et Stendhal faisaient partie du patrimoine des Russes. Mais
aujourd'hui, il s'agit de la rupture. Et c'est profitable par les gens qui sont derrière, dans la réalité, cette situation désastreuse par rapport à l'Ukraine. C'est les gens qui désiraient en Russie cette rupture. Vous savez, je regardais pourquoi, vous savez, depuis 2 semaines, il y avait quand même une augmentation de l'assise. C'est encore une fois, ce n'est pas du tout faux, de l'assise de soutien de Poutine de la part de la population russe. J'ai pensé que certaines phrases qui ont été d'ailleurs plus pendant la guerre froide, on n'a pas eu ce genre de phrases. Mais je vous signale que j'ai pensé que, vous savez, Boucher, etc., criminel, je pense que c'est ça qui a été utilisé par la propagande russe pour renforcer Poutine. Pas du tout. Vous savez, ce qui a provoqué une sorte de sursaut en Russie, vous n'avez pas remarqué, c'est le désir ici de renommer les collèges qui portent le nom de Solzhenitsyn, c'est l'interdiction en Italie d'étudier Dostoïevski, interdire, censurer Dostoïevski en Italie, et la décision des Américains d'interdire de jouer pour Tchaïkovski, d'ailleurs d'origine ukrainienne, aux États-Unis. Ça a provoqué une sorte de rejet chez les Russes et ça a augmenté leur pouvoir, disons, l'assise de Poutine sur le plan intérieur. Alors, si l'aspect militaire, si la guerre mondiale n'est pas souhaitable, si les sanctions, selon mon analyse, ne vont pas donner le résultat escompté, ils vont provoquer simplement la constitution de 2 blocs dans quelque chose de pire que la guerre froide, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'il reste une possibilité? Et là, je tiens à vous dire que le président Zelensky, le président ukrainien, qu'on a sous-estimé quand même son rôle, je tiens à vraiment saluer son courage, dans le contexte où il y a toujours cette émotion en Occident par rapport à ce qui se passe là-bas. Encore hier, quand il y avait ces images terribles qui nous ont tous bouleversés, il a parlé de la nécessité d'accélérer les négociations autour de l'Ukraine. Et vous savez, je tiens à vous dire très sincèrement que ce genre de posture, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, je dirais. Parce que le président Zelensky, dans ce contexte qui nous bouleverse, il parle de la nécessité d'aller vers les négociations. Il parle de la nécessité de trouver la solution avec Poutine, malgré le fait qu'il est, j'imagine bien, Poutine plus que les autres. Et il faut comprendre que je suis persuadé que cette posture d'un homme d'État, Zelensky, quand il parle du statut neutre de l'Ukraine comme une solution de la crise actuelle, c'est une posture assez exceptionnelle. Il y a un autre aspect que je tiens à souligner. En même temps, c'est la posture du président actuel français, de président Macron. Pourquoi? Parce que Macron, comme vous, il est tout à fait solidaire, pleinement solidaire avec le peuple ukrainien. Il y a la livraison d'armes, il y a au-delà de ça cette émotion avec laquelle il parle à propos des victimes et les atrocités de la guerre, et en même temps, utilisons les choses, il parle de la nécessité de sauvegarder le contact, continuer à chercher la sortie par le haut, parce que dans la réalité, la situation actuelle par rapport à l'Ukraine, c'est une situation qui, quand on joue perdant-perdant, évidemment, il y a la tragédie du peuple ukrainien. Évidemment, il y a cette
ce soutien qu'il faudra d'ailleurs renforcer par rapport aux Ukrainiens qui souffrent, mais au-delà de l'accueil des réfugiés, tôt ou tard, il faudra proposer un véritable dessein par rapport au peuple ukrainien. Je propose toujours, vous savez bien, le plan Marshall pour reconstruire l'Ukraine plus tard et donner la perspective à l'Ukraine de l'entrée dans l'Union européenne. Mais vous savez, c'est pour ça que je dis, ne jouons pas perdant-perdant, parce que la Russie, évidemment, elle perd aussi. Parce que, vous savez, j'étais avant l'heure le critique féroce de Poutine. Si vous vous souvenez mon livre de Raspoutine à Poutine, vous allez comprendre que j'étais toujours la critique féroce, mais détrompez-vous. Dans le contexte actuel, Poutine, il est conscient de danger d'enlisement là-bas. Il y a certains Américains qui parlent de la nécessité de mener une guerre longue là-bas. Il y a même un ambassadeur français qui était avec moi l'autre jour à la télévision. Il a dit que l'OTAN est prêt à mener la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien par l'Ukraine interposée. Je ne pense pas que cette phrase elle était particulièrement habile par rapport à moi qui est ukrainien, parce que je voudrais éviter quand même les morts en Ukraine. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut éviter maintenant, et c'est ça qu'exige le président Zelensky, c'est surtout essayer d'arrêter cette tragédie le plus rapidement possible et utiliser le fait que les Russes sont conscients que le dessein des Américains, c'est de transformer l'Ukraine en une sorte de Vietnam de Poutine ou d'Afghanistan, etc. Et peut-être cette disposition peut être utilisée pour avoir sorti de la guerre. C'est dans l'intérêt de l'Europe, parce que étant ici, je pense à nos bourses et aussi, vous savez, avec l'émotion qui est la mienne par rapport à mon côté ukrainien, je parle quand même de la réalité de l'influence de la crise ukrainienne sur l'économie européenne, qui peut être dramatique. C'est l'intérêt même des Américains. Parce que, vous comprenez, certes, les Américains, ils ont eu maintenant ce qu'ils ont voulu, ils ont repris les marchés dans le domaine du gaz et du pétrole, ils ont renforcé l'OTAN, etc. Mais pousser la Russie dans les bras de la Chine et constituer en face une sorte de l'alliance irréversible, militaire et économique entre la Chine et la Russie qui aura un caractère anti-occidental et surtout de placer le monde au bord de la guerre mondiale, je pense que c'est une erreur. Maintenant, cela nous positionne, si vous voulez bien, Monsieur Fedorowski, justement, on a bien compris en fait le bain culturel historique qui identifie l'Ukraine comme entité culturelle et de territoire qui existe véritablement, vous avez très bien expliqué, que l'impact des sanctions jusqu'à présent avait plutôt un effet inverse, en tout cas pas productif ni pour la paix ni pour l'Occident, mais si l'on pouvait venir un petit peu aux sources de ce conflit, c'est-à-dire les objectifs stratégiques de cette guerre. Quels sont-ils à votre avis? Non, vous savez, je vais vous dire, les sources de conflit que je vous ai dit, que je pense que les sources de conflit sont liées avec le désastre de la période post-communiste, pour être franc. Vous comprenez, il y avait la solution dont je vous ai parlé de construire le monde plus sûr. Oui. Et il y avait les solutions qui étaient choisies, dont parlait cet ambassadeur extraordinaire américain George Kennan, en soulignant que c'était une erreur de la part de l'Occident. Je tiens à rajouter une chose, parce que je voudrais être bien compris, parce que comme vous m'avez guidé selon vos idées, j'ai oublié de vous dire une chose. Vous comprenez, sérieusement parlant, et ça c'est très dangereux parce que j'ai ma logique aussi. Il y a une chose que je tiens à souligner. Vous comprenez, évidemment, mon propos ne doit pas être compris que l'Occident est responsable dans cela. Je dis que la fatigue, comme dit mon ami Hubert Védrine, intellectuel occidental, n'a pas permis de saisir cette chance. Mais les premiers responsables dans cette affaire, pour être franc, c'est évidemment l'élite russe qui, à l'époque post-communiste, a commencé
à dilapider le pays comme jamais. Parce que vous savez, dans cette période, les 2% des Russes, ils ont pris 50% de la richesse dans le contexte où 50% de la population vivait au seuil de pauvreté. Vous comprenez? Et ça a discrédité l'idée de l'Occident, de l'alliance avec l'Occident. Les Russes ne désirent pas aujourd'hui l'Occident. Je pense que franchement, c'est irréversible. Ils disent que de toute manière, l'Europe est en train de n'assume pas ses valeurs judo-chrétiennes, qui est en train de s'islamiser, qu'elle est devenue vassale aux États-Unis. Je ne dis pas que ça correspond à la réalité, mais c'est leur perception. Mais ils disent, basta, nous allons travailler avec le continent de l'avenir, avec l'Asie. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner quelque chose de gravissime dans la perspective de confrontation, y compris confrontation militaire. Et ça, c'est une chose qu'il faut, à mon sens, saisir si on veut être honnête dans l'analyse de la crise. Et après, un autre aspect que je tiens à souligner aussi sur le monde de tous les dangers. Vous savez, moi, j'étais, pour être franc, participant dans beaucoup de négociations. J'étais vraiment un des artisans de ce système de sécurité européenne qu'on a créé au moment de la chute du mur de Berlin, etc. Et on a réussi cet exercice notamment parce que on a trouvé, Mitterrand aimait ce mot-là, que j'ai utilisé beaucoup autrefois, on a trouvé l'équilibre des intérêts. Dans la réalité, on a sauvé les faces des uns et des autres pour aller au-devant. Aujourd'hui, cet aspect de l'équilibre des intérêts n'existe pas. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose assez dangereuse. Et encore pire, l'aspect de sauver les faces de tout le monde, ce n'est pas quelque chose qui prime aujourd'hui. Vous comprenez? Ce qui se passe devant nos yeux, dans la réalité, il y a une émotion qui est la mienne, vous comprenez, qui est la vôtre par rapport à ce qui se passe. Mais l'émotion ne suffit pas pour sortir de crise, pour sortir de la guerre. Je pense que mettre, maintenant, comme pensent certains Européens, Poutine dos au mur, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que si, je ne pense pas que ça va se passer comme ça, mais imaginons que la phrase de votre ministre de l'économie, c'est une phrase qui correspond à la réalité. Il dit qu'il va mettre la Russie à genoux et que, utilisons le mot d'Obama, que l'économie russe, il sera jeté à la pâture. Vous comprenez, dans ce cas-là, Poutine, qui est dos au mur, vous comprenez, ça c'est un très très grand danger. L'autre jour, quand j'ai parlé avec l'adjoint de McNamara, il disait McNamara a prié Kennedy de trouver la solution réciproquement acceptable. Parce que Poutine, le dos au mur, psychorigide qu'il est, si vous me posez la question sur lui, j'aurais pu vous répondre ça avec beaucoup de détails et d'une manière assez pittoresque et amusante, mais je tiens à vous dire la tragédie de la situation. Moi, vous savez, je déteste Poutine. Je n'aime pas du tout ce personnage. J'étais premier quand vous avez travaillé, quand mon ami Chirac lui a donné la Légion d'honneur, j'étais le premier à vous prévenir du danger de personnage. Mais je tiens à vous signaler une chose. Vous comprenez, Poutine l'a dit publiquement. Le monde sans la Russie, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ce que ça veut dire, cette phrase-là? Et comme vieux diplomate, je tiens à vous dire, il faut analyser ce que les gens disent. Parce que parfois, ils disent la vérité. Ça veut dire qu'il sera peut-être prêt à appuyer sur le bouton nucléaire si on ne trouve pas une sorte de façade, disons comme ça, pour essayer de trouver l'issue à cette guerre qui est pour moi une guerre qui me bouleverse et qui, évidemment, qui est bien là. Dans ma logique, j'aurais voulu vous faire un tout petit peu de Poutine.
Je ne sais pas si vous acceptez ça. Mais je vous en Comme prie, je vous vous en avez prie, bien suggéré, sûr. c'est ça que j'aurais, parce que je ne voudrais pas aussi, vous savez, je vais vous dire, chacun a ses visions. D'ailleurs, il y a une chose sur laquelle je tiens à vous signaler. Vous comprenez, en Occident, non seulement à propos disons, des raisons de cette crise, mais aussi à propos de Poutine, il y a des choses des approximations. Ou bien il y a le désir de prendre il y a le souhait de prendre ces désirs pour la réalité. Et ça, je trouve que c'est dangereux. La réalité que si vous prenez ces spécialistes de Covid qui sont devenus aujourd'hui les spécialistes de l'Ukraine à la télévision et dans les médias, je tiens à vous dire une chose. Ils disent que Poutine, c'est simplement un dingo, c'est un Hitler de temps moderne. Et de toute manière, il faut le tuer si on peut. Comme disait le procureur allemand, l'obscur procureur allemand que personne n'a repris ici, mais les Russes, ils ont repris ça aux meilleures heures d'écoute au début, qu'il faut le pendre comme Saddam Hussein. Le procureur a dit texto, je vais le pendre comme Saddam Hussein. Vous comprenez, c'est présenter Poutine comme simplement un paranoïaque, je pense que c'est dangereux. Parce que Poutine, il a sa logique, il peut être même plus dangereux que la paranoïa, mais il a sa logique qui provient de l'évolution de l'opinion publique russe dans l'affaire. Et cette opinion publique, comme je vous ai dit, est devenue de plus en plus réticente par rapport à l'Occident, et Poutine le personnifie. Cette rupture remonte à 2008, encore quand il a prononcé bien avant les choses, son fameux discours à la conférence de Munich. C'est lié aussi avec la personnalité de Poutine, c'est vrai. Et pour être rapide, j'aurais pu vous raconter 5 Poutines différents, je ne vais pas le faire. Si on me posait les questions, je suis prêt à le faire, mais je voudrais vous donner 3 éléments de la personnalité de Poutine et souligner que depuis 10 jours, on a dit que Poutine, c'est un bisexuel, c'est un homosexuel qui a 3 cancers. Peut-être il a un cancer thyroïde, aujourd'hui il y a, mais 3 cancers différents, qu'il est autiste. Vous comprenez, tout ça, c'est les choses qui se développent sur le personnage, ils sont tout à fait différents. J'ai mené une longue enquête sur lui. Je tiens à vous dire, le principal danger, c'est lié avec ce côté psychologique de Poutine. Poutine est psychorigide parce qu'il était formé dans son enfance, il était un enfant quasi abandonné autrefois dans les rues de Saint-Pétersbourg, et il a assimilé les règles de la pègre de Saint-Pétersbourg qui sont très strictes là-bas, de Leningrad à l'époque d'ailleurs, à l'époque très strictes, aller jusqu'au bout, ne reculer jamais. Anticiper quand la bataille est inévitable, aller jusqu'au bout de la bataille. Si vous transposez ces règles à la situation d'aujourd'hui, vous serez étonné jusqu'à quel point ça vous donne le déchiffrage de son attitude dans la crise actuelle. Vous comprenez, ne reculez pas, jusqu'au boutisme dans les choses comme ça. Est-ce que, pour autant, dans la crise actuelle, pour répondre à votre question, est-ce qu'il désire, par exemple, comme dit la majorité des observateurs ici à la télévision, etc., qu'il désire d'envahir l'Ukraine, entrer à Kiev notamment, etc. Je ne pense pas, quand j'ai mené l'enquête, je pense que stratégiquement, il veut surtout créer une sorte de couloir entre la Crimée et le Donbass, en majorité russophone, et créer comme ça une certaine garantie de sécurité le long de la frontière, et après ne restez pas trop longtemps en Ukraine, parce que surtout, vous savez, je pense que ce n'est pas du tout son intérêt d'ailleurs, parce que le courage du peuple ukrainien est tel
que rester en Ukraine trop longtemps, ça va coûter très cher, y compris à l'armée russe. Alors, pour revenir, je vous dis le déchiffrage psychologique de l'opération militaire qu'il mène. Deuxième élément, toujours lié avec sa personnalité. Vous comprenez, Poutine est un excellent sportif. Et je pense qu'il utilise les méthodes de sport, en fait, il est un judoka, aussi pour les buts stratégiques. Il essaie de bousculer l'adversaire avec sa force. Il m'est arrivé, il y a beaucoup d'années, de parler avec lui. Il m'a dit, le judoka, il ne bouge pas, mais quand l'autre a bougé, il a déjà bougé. Et vous savez, il y a un très grand militaire français, d'ailleurs les meilleurs analystes à la télévision, il faut écouter pas les spécialistes de Covid, devenus spécialistes de l'Ukraine, mais surtout les militaires français, qui sont beaucoup plus pointus dans l'analyse pour que, si vous voulez comprendre les choses. Et ce général, il a dit, Poutine a bougé parce que les autres étaient en train de bouger. Et ça m'a frappé parce que exactement, il a reproduit la phrase que j'ai entendue dans la bouche de Poutine. Et après, troisième élément, encore une fois, c'est presque aussi inquiétant parce que Poutine, il utilise les méthodes de l'espionnage et les principes de l'espionnage. Il était espion lui-même en Allemagne, autrefois pour le compte du KGB. Il utilise les méthodes de l'espionnage pour essayer de vraiment mener les négociations, en tout cas mener sa stratégie à propos de l'Ukraine. Les diplomates tels que j'étais, je vous ai utilisé le mot équilibre des intérêts. Dans la réalité, Poutine, c'est surtout les rapports de force. Et il veut créer les rapports de force autour de l'Ukraine qu'il pense sera profitable avec lui. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, que dans sa posture de l'espionnage, il y avait des failles. Je pense qu'il a dramatiquement sous-estimé la résistance du peuple ukrainien, surtout dans les régions russophones. Évidemment, ils ont, d'après mes enquêtes, ils ont prévu qu'il y aura une résistance. Ils ne voulaient pas entrer à Kiev parce que ça aurait provoqué vraiment la guerre significative là-bas de caractère à la libanaise presque. Mais en revanche, il a sous-estimé la résistance dans les régions russophones. Et ça, c'est à prendre en compte. En ce qui concerne la thèse, encore une fois, vous savez, tous les jours, vous avez un nouveau élément qu'il faut faire abstraction. Même pour vous, c'est difficile, mais il faut le faire. Parce que, vous savez, je vous conseille, si vous analysez l'Ukraine, gardez toute votre émotion, toute votre solidarité, d'une part. Mais en même temps, si vous me permettez, gardez ce désir d'analyser les situations d'une manière très pointue. Parce que pendant la guerre, tout d'abord, il y a toujours la guerre des informations, etc. Mais même faisant abstraction de ça, il faut être très pointu face à l'analyse. Et autour du personnage de Poutine, il y a tellement de choses. Tous les jours, on lance quelque chose. Par exemple, l'autre jour, les Américains, il y a 4 jours, ils ont dit que Poutine vit dans le monde imaginaire, qu'il ne reçoit pas les vraies informations de la part de ses services secrets. Ça ne correspond à rien. Moi, j'étais au Kremlin, je sais comment l'information circule. Là-bas, on donne les informations crues et évidemment, d'une manière quotidienne, il est informé sur ce qui se passe. C'est-à-dire, il faut qu'on analyse cette situation d'une manière très, très pointue parce que je tiens à souligner qu'aujourd'hui, on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et si on n'analyse pas cette situation d'une manière précise, en dehors de notre émotion, moi, parfois, j'étouffe mon émotion et ma condamnation.
et le fait que j'étais critique quand même de Poutine me permet de vous dire certains éléments. C'était le but de mon exercice par rapport à cette dangerosité de la situation d'aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près mon avis à propos de ça et je suis à votre disposition si vous désirez de continuer ce dialogue avec moi. Merci beaucoup pour cet éclairage à 360 degrés pratiquement de la crise. Merci véritablement. Si nous pouvions un petit peu poursuivre effectivement sur notamment l'avenir politique tel que vous pouvez le dessiner pour la Russie. Pour la Russie, c'est un avenir politique. Encore une fois, c'est une précision. Vous comprenez, les gens, les Occidentaux, notamment les Américains, ils pensent qu'il y a une alternative pro-européenne, pro-occidentale en Russie. Vous savez, moi, j'étais un créateur d'un premier parti démocratique, un cofondateur, pour être précis, d'un premier parti démocratique pro-occidental, en fait, de la Russie au temps de Gorbatchev, mouvement de réforme démocratique. Vous comprenez, tous mes amis, et ce mouvement pro-européen n'a pas un vent en poupe aujourd'hui. Ici, même, on n'a pas repris, même dans les médias, les résultats, par exemple, des dernières élections en septembre dernier en Russie. Ces élections ont été royalement gagnées par les néo-staliniens. Les gens pro-européens, c'est les choses objectives. Et si Poutine ne trichait pas, ces gens-là auraient dû former le gouvernement. Vous comprenez? C'est-à-dire l'alternative aujourd'hui à propos de Poutine, encore une fois, aucune sympathie pour lui. Mais simplement, l'alternative, c'est les néo-staliniens. Les Américains me disent, c'est pas grave, pourvu qu'ils partent, et après, on s'arrangera avec eux. Mais simplement, vous comprenez, c'est assez délicat. Il faut comprendre que cette situation est bien là. Pourquoi je milite en faveur des négociations comme souhaite le président ukrainien, et j'étais le premier, et lui, il a beaucoup parlé de cette idée, de la rencontre entre Poutine et le président Zelensky le plus rapidement possible. Parce que je pense que plus ça dure, plus ça devient irréversible. Plus il y a des morts, évidemment. Et pour l'instant, ça n'influence pas l'opinion publique. Il y a une seule chose qui peut nous un tout petit peu réconforter, c'est le fait que la majorité des Russes aujourd'hui, même 83% soutiennent Poutine, mais en même temps, la majorité des Russes se prononce en faveur de la solution pacifique du conflit, parce que les Russes, ils ont été marqués par la Deuxième Guerre mondiale, et puis quand même le fait qu'il y a maintenant aujourd'hui 7 généraux, je crois, qui sont tués, qu'il y a des gens qui sont tués là-bas de deux côtés, évidemment, ça bouleverse l'opinion publique. Mais simplement, sachez que beaucoup de gens en Russie sont très contents des sanctions qui étaient proposées par les choses. Ils sont prêts à assumer les choses. Même certains pro-occidentaux, ils me parlent de cadeaux historiques que l'Occident a fait avec les sanctions. Mais ce cadeau historique, en réalité, c'est un cadeau assez ambivalent. Parce que ce cadeau signifie qu'on va revenir à un système qui est un système à peu près à la chinoise, sinon néo-stalinien, encore une fois. Parce qu'au temps de Staline, l'économie russe se développait d'une manière assez étonnante. Il y avait 15% parfois par an de croissance et tout était basé sur autosuffisance. Ces gens-là, ils disent qu'il faut revenir à un système de mobilisation. Ils désirent de pratiquer dans une certaine partie le retour de l'État. Je ne dis pas les nationalisations massives, mais en tout cas le retour de l'État de l'économie. D'ailleurs, ce Poutine, ça s'est passé au développement de l'industrie. Vous savez, ces 30 ans, comme en France, l'industrie a été tuée. Réorientation du pays vers l'Asie. Mais dans ce cas-là, à mon sens, tout d'abord, ça peut créer le monde assez dangereux de confrontation, bloc contre bloc, les Chinois et les Russes d'un côté et les Occidentaux assez facialisés dans la réalité sous l'égide des États-Unis, mais surtout,
il ne faut pas sous-estimer que ce bloc aura une capacité militaire russe qui est, malgré leurs difficultés en Ukraine maintenant, qui sont aussi à relativiser, parce qu'il ne faut pas dire que l'Ukraine est en train de gagner de la guerre. Il faut écouter les militaires français, quand même à ce propos, qui sont beaucoup plus pointus. Mais il faut dire que la capacité des Russes militaires, et dans certains domaines, ils ont plusieurs années de distance en leur faveur par rapport aux États-Unis, mais la capacité démographique de la Chine et le potentiel d'une manière générale de l'Asie sur ce plan-là. Et ça, c'est un avenir géopolitique, je pense, entre nous, que c'est presque irréversible, parce que vous comprenez, c'est une traduction de Dostoïevski, pour vous c'est secondaire, mais pour les Russes, c'est un symbole de la rupture définitive avec l'Europe. Ils disent qu'il faut laisser les vivre, ils veulent vivre comme ils veulent. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux que le robinet sera pas peut-être Poutine, mais beaucoup de gens néo-staliniens qui sont heureux que le robinet de gaz sera tué, que ce qui sera fermé, que l'Allemagne va avoir la crise, etc. Ils disent laissez-les vivre. Et on va travailler ailleurs avec le continent de l'avenir et on va agir avec ça. Ils rigolent quand l'Occident dit que la Russie est paria. Ce n'est pas Poutine qui raconte ces histoires. Vous savez, quand les Africains, quand l'Inde, quand le Vietnam, quand il y a ces pays-là qui sont prêts à travailler avec la Russie, ils ne sont pas. Vous comprenez? Pour moi, évidemment, c'est un désastre personnel, parce que moi, toute ma vie, j'étais toujours pro-européen et francophile, et j'ai toujours pensé, comme mon ami Chirac, que l'avenir de l'Europe bien construit, c'est l'Europe dans la tradition gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire la maison commune, comme disait Gorbatchev, ou la Confédération européenne, comme disait Mitterrand, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'était mon désir, mais en tout cas l'Europe culturelle de l'Atlantique à l'Oural. Mais ces gens-là qui veulent la rupture aujourd'hui, quelle Europe culturelle? De quoi tu parles? Tu parles de l'interdiction de Dostoïevski, tu parles des livres brûlés de Solzhenitsyn dans le midi de la France et renommer les collèges qui portent son nom, dans l'interdiction de Tchaïkovski. Vous comprenez, il y a ces deux visions qui sont là. Cela dit, vous comprenez, sur le plan géopolitique, je suis absolument certain que vraiment l'intérêt national de la Russie, c'est pas du tout cette union, cette alliance militaire et économique seulement la Chine. L'intérêt de la Russie, c'est de l'aigle bicéphale. Je travaillais avec la Chine, bien entendu, ce qui est inévitable, mais petit à petit recommencer avec le destin européen de la Russie, en tout cas essayer de renouer ces rapports. Et vous savez, franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai beaucoup soutenu la démarche du président Macron, d'une part la solidarité et d'autre part la désescalade. Mais dans cette démarche, il y a un aspect qui m'a touché. Et vous savez, quand son ministre, il a parlé de la guerre économique avec la Russie, et c'est de mettre la Russie sur les genoux, tout de suite, il a pris le téléphone, il lui a téléphoné et il a corrigé le tir tout de suite. Et après, dans la foulée, il a parlé à la télévision, peut-être vous avez remarqué, il a dit qu'il faut faire la distinction entre Poutine et le peuple russe. Et surtout, il ne faut pas rompre avec la société civile. Il a utilisé quelque chose qui m'a touché, et ça, j'ai pris pour mon compte. Il a dit qu'il faut surtout utiliser les artistes et les écrivains comme messagers de la paix, pour garder le contact. Et quand il téléphone 18 fois, il a téléphoné parfois 1 heure, il a parlé parfois 2 heures, parfois 3 heures avec Poutine, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de lucidité pour essayer de renouer ça. Dans la même logique, ça concerne l'Ukraine. Parce que vous savez, vous avez compris que je suis non seulement bouleversé par ça, mais aussi j'essaie de réfléchir de quelle manière on peut aider efficacement les Ukrainiens.
Et je proposais publiquement le plan Marshall. Je pense que cette idée, il va faire son chemin parce que ça peut être vraiment qui va aller au-delà des choses dans le domaine humanitaire, mais reconstitution de l'Ukraine et surtout donner la perspective européenne pour les Ukrainiens, ça doit servir, et c'est très bien comme ça doit être un symbole de reconstruction, un symbole pour les Européennes pour donner un message non seulement au peuple ukrainien, mais aussi au peuple du monde entier. Mais au-delà de ça, je tiens à souligner une chose. Vous comprenez, il ne faut pas se leurrer. L'Ukraine doit aussi construire son destin d'une manière intelligente, comme proposait le président Zelensky. Je pense que l'idée, il utilisait le terme neutralisation de l'Ukraine. J'utilise le terme plus encore qui tire vers le haut, à mon sens, trait d'union de l'Ukraine entre la Russie et l'Occident. Et dans ce contexte, ça peut donner des perspectives assez étonnantes pour ce peuple qui souffre aujourd'hui tant et auquel nous pensons, notamment vous et moi, ensemble, pour essayer d'aider sur le plan pratique ce peuple et les Ukrainiens qui viennent ici, mais aussi qui restent là-bas sur place. Alors, ça amène justement, ou ça prolonge, disons, la discussion que vous avez lancée à ce niveau-là. Quelles issues pour vous se profilent ou sont possibles à terme pour ce conflit? Moi, je souhaite l'avancement des négociations le plus rapidement possible. Le président turc, moi j'étais en contact avec les Israéliens qui ont mené les négociations, ils ont dit qu'il y a les possibilités de vraiment des arrangements, notamment dans le domaine sécuritaire, les choses, il faut passer les étapes. Poutine, il ne désirait pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, il a évoqué les arguments dont je vous ai parlé. Le président Zelensky est d'accord, sous réserve de l'acceptation évidemment par le peuple ukrainien au référendum. Il y avait parfois les problèmes de la langue russe. Zelensky accepte vraiment de donner à la langue russe le statut au sein de l'Ukraine neutre. Mais vous savez, avec ma double appartenance à la fois russe et ukrainien, après cette tragédie, c'est très difficile, vous comprenez, de penser que les liens affectifs qui existaient, qui étaient réels, vont se renouer très vite, etc. En ce qui concerne le statut que Poutine considère irréversible par rapport à Donbass et surtout par rapport à la Crimée, le président Zelensky propose de faire reculer, disons, l'évocation de ces problèmes à 15 ans, et peut-être même plus, pour éviter de poser le problème de souveraineté dans la réalité que Poutine considère irréversible. Mais vous savez, les négociateurs américains, les négociateurs ukrainiens, ils ont souligné que l'état de fait est réel, que ces régions se trouvent sous le contrôle des Russes actuellement, et leur négociateur, qui est un excellent homme de confiance de Zelensky, le président Zelensky, il a dit qu'il faut prendre la réalité et regarder la réalité, ce terme exact, regarder la réalité d'en face. Quand je vous évoque ces arguments vieux et négociateurs de la période de la fin de la guerre froide, vous voyez, ces choses-là, ils ne sont pas si éloignés que ça. Je tiens à vous dire une chose aussi, parce qu'il faut aussi évoquer ces questions dans la réalité par rapport à l'opinion publique. Parce que vous savez, l'opinion publique aujourd'hui en Occident notamment, mais aussi en Ukraine et aussi en Russie et ailleurs, ils ont leurs émotions. Et il faut dire, à mon sens, les choses telles qu'elles sont. Soit la guerre mondiale, soit les sanctions qui ne donneront pas les résultats escomptés, ou bien la démarche qui était propagée par le président français dans la tradition
d'ailleurs très intelligent, gaulo-métterrandien, de vraiment de trouver l'équilibre des intérêts et ne pas jouer perdant-perdant, mais jouer gagnant-gagnant dans cette affaire qui est une affaire très compliquée à expliquer. Mais vous comprenez, le problème, c'est que par ma nature, mais vraiment parce que je suis bouleversé, et vous savez, je vis la tragédie du peuple ukrainien peut-être plus que vous. Moi, je dis le plan Marshall, la reconstruction de l'Ukraine, et surtout éviter les morts et les dizaines de milliers de morts qui peuvent encore surgir, éviter la guerre mondiale. C'est quelque chose qui est nécessaire pour nous et pour nos enfants. C'est l'intérêt du peuple ukrainien, c'est l'intérêt du peuple russe dans la réalité, c'est l'intérêt de l'Europe et même les intérêts bien compris des Américains. Et s'il est vraiment viré Poutine, il ne faut pas jouer la confrontation. Nous avons réussi de sortir le communisme. Moi qui étais un des artisans à cette époque, j'ai organisé 300 000 personnes à Moscou en faveur vraiment de la liberté, les manifestations. Personnellement, je tiens à vous dire, nous avons réussi cet exercice. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de confrontation, il n'y avait pas de rideau de fer, mais il y avait cet esprit de la détente et le contact direct entre la société civile russe et occidentale. Et surtout, il faut éviter d'interdire Dostoïevski. Et comme Tchaïkovski, il était d'origine ukrainienne comme moi-même, peut-être se permettre de jouer Tchaïkovski. Je vais tout de suite en profiter pour rappeler notre auditoire à dire que vous avez un QR code qui est en bas à droite de la fiche qui est l'issue possible de ce profil. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir le peuple ukrainien, n'hésitez surtout pas. Bien entendu, ces fonds sont réunis par le Rotary International pour être délivrés sur les clubs et les districts d'Ukraine et des pays limitrophes afin de pouvoir arriver en urgence sur les zones de conflit et financer le matériel dont l'Ukraine a besoin. Donc, si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas. Vous pouvez faire un don soit en scannant le QR code qui est en bas à droite, ou soit en allant dans le fil de discussion, où vous aurez aussi le lien pour pouvoir faire un don. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'objectif ultime de cette conférence, mais bon, ça peut être une manière aussi de participer et de soutenir le peuple ukrainien. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions. Il y a des questions que je n'ai pas reprises puisqu'on les retrouvait dans la discussion de M. Fedorovski. Si j'essaye de rapprocher les différentes questions que j'ai, j'en ai une donc sur la logique que l'on devrait trouver. On verra, pour l'instant, ça marche. Ok. Quelle logique peut-on trouver au massacre des civils ukrainiens? Il me semble que cela va fonder une haine tenace contre les Russes et rendre difficile l'intégration ou le rapprochement de l'Ukraine avec la Russie. Alors, la question... Non, mais vous savez, il n'y a pas de justification. On ne peut pas justifier l'injustifiable. Vous comprenez, il n'y a pas de logique sur ça. Je crois bien que je suis de l'avis du président français qui a dit qu'il faut au maximum faire l'enquête très rapidement et éclaircir cette question qui nous bouleverse, évidemment. Cela veut sans dire. Mais vous avez raison, évidemment. Mais de toute manière, vous comprenez, cette guerre que je considère comme une très grande tragédie rend très difficile la possibilité de renouer les rapports entre l'Ukraine et la Russie. Mais en dehors de ces aspects, disons, de caractère bilatéral, il y a pour moi la seule perspective valable aujourd'hui. Ce qu'exige le président ukrainien, c'est d'essayer de trouver la solution négociée à ce conflit. Alors, ça va peut-être aller dans le sens, et on prendra cette dernière question, si vous voulez bien, M. Fedorovski. Tout ce que vous voulez. Indiquant que finalement, revenir sur la table des négociations à ce stade, en courbant les chines devant l'épouvantail atomique ou de la guerre
russe prolongée, n'est-ce pas juste accepter la stratégie initiale de Vladimir Poutine qui se limitait au Donbass et à la Crimée? Vous savez, vous avez l'alternative à ça. Ça me bouleverse aussi. Il ne faut pas donner le prix, la prime à Poutine. Moi, j'étais le premier à vous dire, cela. Mais vous comprenez, il faut écouter le président Zelensky qui, aujourd'hui et hier, il a dit dans le contexte actuel, il faut accélérer les négociations au maximum. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse peut-être juste une dernière parole. Les Rotariens qui vous Tout ce que écoutent vous voulez, sont... non, pas. Vous savez, je vais vous dire, j'étais très fier d'être avec vous. Et vous savez, les noms des villes qui est dans mon cœur, des gens qui sont ici présents, rien que la Bretagne, mais ça c'est plus global, les forêts brocéliantes, ça me bouleverse tellement. Je voudrais tellement, par mon combat autrefois en faveur de la liberté et de la paix, aujourd'hui aider le peuple ukrainien. Et je pense que la façon intelligente avec laquelle nous pouvons le faire, c'est d'une part être solidaire avec ce peuple qui souffre tant, et en même temps, il faut donner la perspective à cette tentative de négociation pour arrêter le plus rapidement possible cette paix, parce que l'alternative à ça, c'est une confrontation totale. Le président Sarkozy, il a dit qu'il y a deux solutions, soit la solution négociée, soit la guerre totale, ce qu'il voulait dire la guerre mondiale. Vous comprenez? Et ça, il l'a fait après la conversation récemment avec le président Macron, en reflétant disons, les contacts entre les deux. Mais je pense aussi que si on réalise ce plan Marshall de reconstitution de l'Ukraine, si l'Ukraine devient libre et prospère, certainement ça va changer beaucoup de choses, et ça va changer beaucoup de choses, notamment en Russie. Très bien. Eh bien, écoutez, cette note positive me semble être la bonne, et en tout cas une ouverture positive à ce conflit. Et je pense que ce serait la meilleure note à garder pour cette conférence pour ce soir. Merci beaucoup encore une fois. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Fedorowski. Nous voyons votre J'étais livre. fier d'être avec vous, et je tiens à dire que la Bretagne et vous tous, vraiment, c'est mon grand réconfort, parce que pour moi, c'est un très grand désarroi. Tout ce que je faisais pour rapprochement pan-européen avec les gens qui comptaient, pour moi, je vous ai cité ces grands dirigeants européens, maintenant vous y êtes. Mais le fait que vous existez, que vous faites cet élan de la solidarité qui est pour moi très important, c'est un grand réconfort personnel. Alors je tiens à vous remercier pour vos yeux et pour vos efforts. Merci beaucoup, Monsieur Fedorowski, pour tous ces éclairements. Et Dieu sait que de votre part, il s'agit bien vraiment des éclaircissements et de la lumière. Merci beaucoup et nous vous souhaitons le meilleur. C'est un grand plaisir. Et vous savez, étonnamment, vous savez, comme je pense, pour vous dire la vérité, j'ai bien chargé ma tablette. Et le fait que ma tablette est déchargée, c'est la preuve que nous étions écoutés non seulement par tous les participants, mais aussi par les autres. Ça veut dire que nous avons éduqué les gens qui nous ont écoutés. Alors, bravo. Félicitons-nous d'essayer d'apporter un peu de paix, de pacification entre des peuples de grande culture. Mais vous me réconfortez. Je tiens à vous remercier. Vive la Bretagne. Merci beaucoup. Vive l'Ukraine, vive la Russie. Merci. Il ne faut pas non plus oublier les peuples et les gens qui les composent. Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup et vive votre action aussi. Merci. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Au revoir.